Alors, les auteurs, dans la publication, se contentent de formes canoniques des modèles polynomiaux de degré 2 pour la description et la représentation des surfaces de réponse. Alors toutefois, quand on revisite la publication de 2004, on a envie d'utiliser des outils que l'on trouve dans des logiciels et en particulier de trouver la qualité prédictive du modèle. C'est ce que nous avons vu. Et si cette qualité prédictive, certes, est importante, on peut essayer peut-être de l'améliorer, surtout pour prendre en compte ce problème de distribution des réponses dans le domaine, rappelez-vous, avec un fort écart entre les valeurs de la résistance sur le périmètre du domaine expérimental et la valeur de la résistance au centre du domaine. Et donc, ce fort étalement de la valeur de la réponse doit suggérer de regarder des transformations adéquates. Et parmi les familles de transformations possibles, eh bien, on va revenir sur la transformation de Box-Cox. Alors, cette transformation date de 1964. On peut considérer qu'elle n'était pas d'une mise en œuvre aisée tant que l'informatique n'était pas présente. Aujourd'hui, elle fait partie intégrante de beaucoup de logiciels de plan d'expérience, et qui plus est, avec un tableur, c'est d'une simplicité évidente, elle est d'une simplicité évidente à mettre en œuvre. Alors la transformation de Box-Cox consiste dans un premier temps à transformer les valeurs des réponses YI mesurées, ici la valeur de la résistance à la compression, en une valeur WI en tenant compte d'un paramètre lambda. La transformation, c'est YI puissance lambda moins 1 divisé par lambda. Naturellement, si lambda est égal à 0, on prend le logarithme népérien de YI. Et on va faire varier lambda classiquement entre moins 2 et plus 2 ou moins 3 et plus 3 pour essayer de minimiser une somme de carrés que l'on va préciser. Donc dans un premier temps, on fait varier lambda entre moins 2 et plus 2, par exemple, avec un pas de 1 centième, et on transforme les valeurs des réponses observées, il y en a 13 dans cet exemple, en valeurs WI qui dépendent de lambda. Donc chaque fois que lambda varie, eh bien, le vecteur des réponses WI transformé va varier. Ensuite, il va falloir appliquer une espèce de norme à ces valeurs WI, et on va transformer les valeurs WI en ZI. Attention, ce n'est pas une notion de pseudo-constituant, en divisant la valeur WI, calculée à l'étape précédente, par la moyenne géométrique des réponses à la puissance lambda moins 1. Donc on pourrait même faire les deux transformations en une, mais pour les gens qui mettent en œuvre, avec Excel en particulier, je vous invite à faire deux colonnes. Partant de la colonne Y, fabriquer la colonne W. Partant de la colonne W, fabriquer la colonne Z. Et la colonne Z, eh bien, va vous permettre de faire un modèle avec la méthode des moindres carrés. Ce modèle va naturellement générer des coefficients. Ces coefficients, vous allez les utiliser pour calculer Z chapeau, la réponse prévue par le modèle pour la réponse Z, et donc de calculer des écarts de description en fonction du paramètre lambda. Et vous allez chercher la valeur du paramètre lambda qui minimise ces écarts de description. Et pour minimiser les écarts de description, on va dessiner la variation de la somme des carrés des écarts de description en fonction de lambda, tel que le graphique que vous voyez à l'écran, et on va voir que sur ce graphique, il existe une valeur de lambda particulière qui minimise la somme des carrés des écarts de description, et c'est cette valeur qui va nous servir à transformer la réponse. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Alors il y a plusieurs méthodes pour trouver la valeur de lambda, mais quand on ne veut pas faire des calculs trop compliqués, en fait, on va regarder quelques valeurs particulières. Imaginez que le minimum corresponde à lambda égale moins 2. Mais si lambda est égal à moins 2, on vous suggère d'analyser non pas la variation de y, mais la variation de 1 sur y carré. Si lambda est égal à moins 1, c'est-à-dire que le minimum de la courbe bleue que vous voyez à l'écran est plutôt près de moins 1, vous allez utiliser la transformation inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de modéliser la variation de y, vous modéliserez la variation de 1 sur y, et ainsi de suite. Si lambda est égal à 0, vous allez transformer la variable y en logarithme népérien de y.
c'est égal à 1,5, vous prenez la racine carrée. Si finalement lambda est égal à 1, la transformation n'apporte pas grand-chose. Donc en fait, vous ne transformez pas votre réponse. Et si y est égal à 2, eh bien, au lieu de modéliser la variation de y, vous modéliserez la variation de y carré. C'est ce qui vous permettra de minimiser la somme des carrés des écarts. Donc vous allez minimiser les écarts de description. Et par voie de conséquence, les amplificateurs restant les mêmes, vous allez minimiser la somme des carrés des écarts de prédiction. Donc vous allez, d'une pierre deux coups, améliorer à la fois la qualité descriptive et à la fois la qualité prédictive de votre modèle. Alors, une fois que vous avez choisi la valeur de lambda, eh bien, vous refaites le calcul du modèle en utilisant cette valeur particulière de lambda et vous allez calculer la nouvelle qualité descriptive et prédictive. Alors c'est ce qui a été fait dans l'exemple des auteurs. Je vous rappelle que l'on cherche à maximiser la résistance à la compression d'un mélange provenant de cendres volantes, de filaires calcaires et d'eau, la résistance mécanique étant la conséquence d'une réaction pouzzolanique. Donc on cherche à maximiser cette valeur. Et lorsqu'on fait la transformation de Box-Cox, que l'on dessine la somme des carrés des écarts, j'ai fait varier ici lambda de moins 2 à plus 2, bien on voit que c'est proche de lambda égale 0 que se situe la valeur minimale. Alors on va faire un zoom sur cette zone pour mieux distinguer quelle valeur de lambda retenir, et puis quand il y a ambiguïté, et les calculs étant tellement rapides, je vous invite d'une part à transformer la valeur de la réponse en logarithme népérien, c'est ce que nous indique lambda égale 0, et puis je vous invite à modéliser la variation non pas de la réponse, mais de la racine carrée de la réponse, c'est ce que nous invite à faire la valeur lambda égale 1,5. C'est les deux valeurs de lambda qui sont le plus proches du minimum de cette courbe. Alors c'est ce qui a été fait et regardons les résultats. Je vous remets à l'écran la forme canonique du modèle de degré 2. Sa qualité descriptive au travers du RE2 ajusté était de 90%. La qualité prédictive était tout à fait acceptable, ici à 71,97%. Mais si au lieu d'analyser la variation de Y, on analyse la variation du logarithme népérial de la réponse, eh bien vous voyez que ce que je vous ai dit, puisqu'on minimise la somme des carrés des écarts, on va améliorer à la fois la qualité descriptive, nous passons à 94%, et nous améliorons grandement la qualité prédictive, puisque l'on passe de 72% à 88%. Et rappelez-vous, il y avait une petite ambiguïté avec la transformation en racine carrée, mais la transformation en racine carrée améliorerait encore un tout petit peu la qualité descriptive, mais dégraderait un tout petit peu la qualité prédictive, qui reste très très acceptable. Et donc par voie de conséquence, à défaut d'avoir un logiciel qui permet de choisir la transformation optimale, ici c'est le grand bon sens qui va prendre le dessus, et nous allons retenir pour la suite de l'étude, donc l'analyse graphique des résultats et la conclusion, eh bien une modélisation qui prend en compte le logarithme népérien de Y pour calculer les coefficients. Et bien sûr à la fin, on utilise la transformation inverse. On ne va pas raisonner en logarithme de la résistance à la compression, eh bien on repassera au travers d'une exponentielle aux grandeurs de base. Donc voilà ce complément d'analyse statistique. Il est aujourd'hui facile à mettre en œuvre à l'aide d'un tableur. Nous ferons une séquence informatique dédiée à la mise en œuvre des transformations de Box-Cox. Cette transformation est aujourd'hui de plus en plus présente dans les logiciels. Alors elle apparaît souvent comme un peu compliquée, en fait pas du tout. Et il ne faut pas hésiter à la mettre en œuvre, en particulier quand vous avez des distributions un peu non uniformes de la réponse au sein du domaine expérimental, et c'est ce que nous avions vu grâce à la fonction de répartition dans l'analyse globale des résultats. Donc, en conclusion, l'analyse statistique est finie. Parmi tous les modèles possibles, on en a trouvé un qui présente une qualité descriptive et prédictive très satisfaisante, et donc rendez-vous dans la séquence suivante pour exploiter l'équation de ce modèle sous forme graphique. Merci de votre attention.